Bonsoir à tous, j'espère que ça enregistre. On va donc enregistrer les corrigés du TD numéro 4 d'intégration et probabilité. Le premier exercice de cette feuille de TD nous demande de démontrer l'assertion 5 du théorème 2.1.5, voilà qui est fort mystérieux, mais un peu moins si on reproduit ici le théorème 2.1.5. Donc vous avez vu, c'est probablement l'un des premiers théorèmes que vous avez vu sur les mesures. On prend un espace mesurable, donc un certain ensemble muni d'une tribu, un certain ensemble muni d'une tribu A, et on prend une mesure positive sur oméga A, donc une application qui mange des éléments de la tribu et qui renvoie soit un réel positif, soit plus l'infini. Vous avez vu que pour que mu soit une mesure, il faut qu'elle vérifie deux propriétés. Il faut que mu de l'ensemble vide, ça fasse 0, ça ressemble un peu à une propriété de norme, et il faut qu'elle soit sigma additive, c'est-à-dire que si vous avez une suite disjointe, une suite AN disjointe, alors mu de l'union des AN est égal à somme des mu de n. Voilà. Vous avez montré en cours que dans ce cas-là, toutes sortes de propriétés raisonnables apparaissent. Raisonnables dans le sens où mu va nous servir à mesurer des ensembles dans R avec deux objectifs un peu en parallèle. Le premier, c'est de faire des probabilités, donc c'est d'attribuer un certain poids à certains sous-ensembles. Par exemple, on peut penser à, on prend R2, oméga ce serait R2, A ce serait l'attribut des Boréliens sur R2, et on peut envisager la probabilité qu'un certain événement aléatoire se produise dans une certaine région A, et bien son poids ce serait mu de A, ce serait sa mesure. Une autre, un autre objectif de cette théorie de la mesure, comme vous allez le voir prochainement, ça va être de construire une nouvelle intégrale plus performante que l'intégrale de Riemann, notamment en termes de passage à la limite. Vous savez que si vous avez une suite de fonctions, intervertir limite et intégrale avec l'intégrale de Riemann, c'est un peu pénible, parce que il faut avoir la convergence uniforme de la suite de fonctions, il faut supposer que la fonction limite est intégrable, c'est assez pénible. Et cela dit, la plupart des théorèmes modernes en probabilité, la loi des grands nombres, le théorème central limite, sont des théorèmes qui nous demandent de passer à la limite sur des fonctions et sur des intégrales. Du coup, si on veut utiliser, vous êtes sûrement habitué, des intégrales pour modéliser les probabilités. Donc tout ça nous a donné envie, enfin pas moi personnellement, mais a donné envie aux mathématiciens au XXe siècle de mettre au point une intégrale plus générale que l'intégrale de Riemann. L'intégrale de Riemann était basée sur le fait de découper un intervalle où on intègre une fonction en petits sous-intervalles. Ensuite, on mesure la largeur de chaque sous-intervalle et on multiplie par la hauteur de la fonction. Et l'intégrale de Lebesgue consiste à subdiviser l'intervalle de définition de la fonction, non pas en sous-intervalles, mais en sous-ensembles plus généraux, et mesurer ces ensembles. C'est pour ça qu'il nous faut une mesure, pour mesurer les sous-ensembles de cet intervalle. Et après, on multiplie par la hauteur de la fonction, on somme tout ça, euh, ça nous fait une nouvelle intégrale. Et l'idée est évidemment que pour que ça soit une généralisation de l'intégrale de Riemann, on veut que la mesure d'un intervalle, ce soit sa longueur, donc la mesure de l'intervalle AB, ce serait B moins A, et ça c'est l'idée derrière la mesure de Borel, et son complété la mesure de Lebesgue que vous avez étudiée en cours. Et donc une mesure, elle devrait vérifier un certain nombre de propriétés. Donc déjà, elle devrait atterrir, puisqu'elle représente en quelque sorte la longueur d'un ensemble de R, elle devrait atterrir dans 0 plus l'infini inclus, parce qu'on a envie de dire que R, sa longueur, a priori, c'est plus l'infini, et on a envie de pouvoir mesurer R. L'additivité, c'est ce qui va tout faire marcher pour les intégrations, hein. Si on subdivise en sous-intervalles disjoints, on veut pouvoir à la fin sommer et obtenir sommer pour obtenir notre intégrale, après avoir multiplié par la hauteur de la fonction, donc c'est pour ça qu'on a besoin de la sigma additivité. Qu'on en déduise l'additivité finie, parce que mu est additif, ça signifie pour tout AB disjoint, mu de A union B, c'est mu de A plus mu de B. Bah, a priori, si on a l'additivité dénombrable, on devrait pouvoir avoir l'additivité finie, ça semble plutôt plus facile, et effectivement, ça se passe très bien. A, B, ils sont dans A, bien sûr. Ensuite, on veut avoir une propriété de monotonie, on a envie de dire que si je prends un ensemble plus gros qu'un autre, bah, la mesure de celui qui est à l'intérieur est plus petite que la mesure de celui qui est plus gros. Donc ça, c'est la deuxième propriété que vous avez démontrée ici. Plus dans le cadre des probas, il semble pas délirant de dire qu'on devrait avoir cette propriété-là, que si on fait
la mesure de B où on a enlevé tous les éléments de A. Si on mesure B privé de A, on devrait obtenir la mesure de B moins la mesure de A. Il faut faire attention, cela dit, il faut ajouter une hypothèse, c'est celle-ci. Mu de A doit être inférieur à plus l'infini, parce que sinon ici, je risquerais de me retrouver avec mu de B, c'est l'infini, mu de A, c'est l'infini aussi, donc j'aurai infini moins l'infini, et ça c'est une belle forme indéterminée. On n'en veut pas. Donc pour éviter ce problème, on suppose que mu de A c'est un nombre fini, donc on peut toujours le soustraire à mu de B, sans que ça risque de nous donner une forme indéterminée. Et à ce prix-là, au prix de cette hypothèse, on a ce calcul pour mu de B privé de A. Enfin, vous avez montré que si je prends une suite, si je prends un nombre fini d'éléments de l'attribut, A1, A2, patati patata, jusqu'à n, alors la mesure de leur union, est plus petite que la somme de leurs mesures. Donc là, on n'a pas supposé que les AI étaient disjoints, comme c'était le cas pour l'additivité en haut. Et comme les AI sont pas disjoints, on va avoir leur intersection qui pourrait être comptée plusieurs fois quand on fait la somme des mu de AI. Donc ici, par exemple, les points qui seraient dans A1 inter A2, ils seront comptés deux fois. C'est toujours la même histoire, c'est comme si on comptait les éléments de l'ensemble, sauf que cette fois on compte plus généralement une sorte de notion de mesure, mais c'est peut-être une bonne façon de le voir. S'ils sont pas disjoints, on va compter plusieurs fois les intersections, et donc on a seulement une inégalité ici si on suppose pas. Pardon, du coup j'ai écrit une égalité. Donc on a seulement une inégalité ici si on suppose pas que les AI sont disjoints. Et donc vous avez montré ça normalement en construisant à partir de A1, A2, patati patata jusqu'à AN une certaine suite d'ensembles disjoints et ensuite en faisant les calculs appropriés. Et ce qui nous reste à montrer, donc ce que l'exercice 1 nous demande, c'est de démontrer la propriété 5 qui est la sous-sigma additivité, qui est l'équivalent du point 4, sauf que cette fois on prend une union dénombrable d'ensembles. On calcule mu de cette union. Comme on n'a pas supposé qu'ils sont disjoints, on ne peut pas utiliser la définition des tribus pour dire que c'est égal à la somme. Et on obtient en fait le résultat raisonnable qui est que, un peu comme juste au-dessus, ça va être majoré en fait par la somme des mu de n. Donc on pourrait dire que ça va être facile, il suffit de prendre celui qui est là, la sous-additivité finie, et passer à la limite. C'est ce qu'on a envie de faire. Alors le problème, la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est parce que autant là je sais passer à la limite, j'ai une somme finie à terme positif, je peux regarder ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Ça a un sens, vous avez étudié les séries en L2, vous savez comment on étudie ce genre de truc. Là tout va bien. Par contre, pour le premier terme, pour le terme à gauche de l'inégalité, je ne sais pas qui c'est la limite quand n tend vers l'infini de mu de i égale 1 à n des AI. Et en particulier, je ne sais pas si je peux faire en quelque sorte rentrer la limite dans mu, et même si je pouvais faire ça, ce qui est déjà pas gratuit, hein, parce que ça je ne sais pas du tout ce que c'est, faire interchanger limite et mu, je sais faire si mu est une fonction continue, mais là c'est une mesure, ça mange des ensembles, ça renvoie des réels, on n'a pas vraiment de notion de continuité, parce qu'on n'est pas sur un espace vectoriel. Même ça, je sais pas si j'ai le droit de le faire, et même une fois que je suis dedans, je suis pas sûr que je comprends bien qu'est-ce qu'on entend par la limite d'une suite d'ensembles comme ça. Est-ce que ça revient juste à mettre un plus l'infini ici? Pas sûr. En tout cas, c'est pas bien défini. Donc on va pas pouvoir simplement faire ça. À la place, on va reprendre le raisonnement. Par contre, donc on va pas pouvoir directement passer à la limite dans le résultat. Par contre, on va reprendre la preuve de ce résultat, l'adapter au cas où on a une suite infinie, et obtenir le résultat plus général ici. Enfin, plus général. Le résultat pour les sommes infinies ici. Mais du coup, il va falloir qu'on reprenne vraiment les étapes du raisonnement qui nous ont permis de montrer le point 4. Et donc, allons-y. Donc, la première idée. Donc, montrons 5. On prend donc hop là, 5 en chiffres romains, s'il vous plaît. Montrons 5, donc soit AN une suite d'éléments de l'attribut, on veut montrer qu'on a ça. Donc on va suivre encore une fois le même raisonnement que pour le point 4, que je vous invite à mettre pause et re-regarder si vous vous en rappelez plus. On construit une suite disjointe d'éléments de AN à partir des AI. Donc à partir des éléments de la suite AN, on va construire
que j'appelle une suite disjointe, c'est-à-dire une suite d'éléments de A, 2 à 2 disjoints. Pour faire ça, on pose B0, ben on prend le même que A0. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on va définir Bn par récurrence. Bn, ça va être An privé de l'union de tous les Bk qu'on avait avant. Voilà. Donc ça me définit une suite Bn. Pour tout n, Bn est défini, hein, c'est le principe d'une définition par récurrence. Vous savez définir une suite de réels par récurrence, ben là ça fonctionne de la même façon. Si vous me donnez un entier n suffisamment grand et un peu de temps, je vais pouvoir vous calculer Bn à partir comme ça des autres, des itérations précédentes. Donc, on va montrer plusieurs choses sur ces Bn. On va montrer successivement, si j'arrive à écrire, voilà, on va montrer, premièrement, que les Bk sont bien disjoints. Autrement dit, si je prends K différent de L, alors Bk inter Bl, c'est l'ensemble vide. Ensuite, on va montrer que l'union des AN est égale à l'union des Bn. Et pour ça, il y aura une étape intermédiaire. On va montrer d'abord que si je prends un n fini, enfin si je prends une union finie parmi les Bn, si je fais l'union par exemple des Bk pour k allant de 0 à n, c'est égal à l'union des AK pour k allant de 0 à n. Donc on fera ça par récurrence. Ensuite, on montrera que de là, on peut déduire que l'union de tous les Bk, donc cette fois je vais jusqu'à l'infini, c'est bien égal à l'union de tous les AK. Et encore une fois, là, je ne vais pas obtenir ce résultat ici, comme ça, en passant à la limite, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire passer à la limite sur une suite d'ensemble. Il faudrait être un peu plus astucieux que ça, mais ça va marcher. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. Et de là, on va en déduire que mu de l'union des AN, du coup, d'après la propriété C, ça va être égal à mu de l'union des Bn, qui sont disjoints. Donc la mu de l'union des Bn, ça va nous donner la somme des mu de Bn. Et on va montrer que chaque mu de Bn est plus petit que mu de An. Et ça nous montrera le résultat final. Donc eh ben, le programme est déroulé, il n'y a plus qu'à. Ça peut être un bon moment pour mettre pause si vous voulez essayer, avec cette indication de vous lancer tout seul dans le raisonnement, et ensuite vous pouvez me remettre en route pour que je vous explique comment ça marche. Donc, plus que 5 secondes pour mettre pause. Donc, montrons ces différents points. Il faut qu'on commence par montrer que si K est différent de L, alors BK inter BL égale l'ensemble vide. On peut par exemple supposer que K est strictement supérieur à L, l'autre K se traite de la même façon. Donc comme K et L jouent des rôles symétriques ici, il nous suffit de traiter un des deux cas entre K inférieur à L et K supérieur à L. Donc pour K j'ai dit K supérieur à L, sinon c'est sûr que je vais me planter. Bon, ça change rien de toute façon. Donc, K est supérieur à L. Du coup, BK
c'est égal à AK privé de l'union pour I allant de 0 à K dBi. AK-1, pardon. J'espère que je ne me suis pas trompé à la page d'avant. C'est ça. Donc là, j'ai pas fait la faute. Ok. Donc BK, c'est lui. Autrement dit, c'est AK intersecté avec le complémentaire de l'union pour I allant de 0 à K-1 dBi. Or, vous le savez depuis un moment maintenant, le complémentaire de l'union, c'est l'intersection des complémentaires. Donc ici, en fait, vous avez l'intersection pour I allant de 0 à K-1 des complémentaires de BI. Or, puisque K est strictement plus grand que L, il est quelque part entre 0 et K-1, puisque c'est un entier. Du coup, quelque part là-dedans, j'ai BL complémentaire. Et puis j'en ai d'autres. Donc BK, je peux le réécrire comme AK, intersecté avec l'intersection des BI pour I allant de 0 à K-1 et I différent de L, intersecté avec, pardon, complémentaire, intersecté avec BL complémentaire. Ok, lui c'est AK. Et du coup, BK inter BL, bah, c'est lui inter BL, donc c'est AK inter l'intersection pour I différent de L des BI complémentaires, intersection avec BL complémentaire, intersection avec BL. Et là, vous voyez qu'on va se retrouver avec ici l'ensemble vide. Et quelque chose intersecté avec l'ensemble vide, ça donne toujours ensemble vide. Donc on a bien obtenu que si K est strictement plus grand que L, BK inter BL est vide, et l'autre cas se traite exactement de la même façon, sauf que vous changez tous les K en L, tous les L en K, et vous obtenez le même résultat. Donc les BK, ils sont bien 2 à 2 disjoints. Deuxième chose qu'on va montrer. Donc mon deuxième point, c'était que l'union de K égale 0 à N des BK égale l'union de K égale 0 à N des AK pour n'importe quel N dans N. Donc on va montrer par... Pardon. Comme on va le faire par récurrence, il faut que j'écrive que c'est pour tout N. Donc montrons par récurrence que l'union des BK pour K allant de 0 à N, c'est égal à l'union des AK pour K allant de 0 à N, et ce pour tout N dans N. Et là c'est un égal, pas un 2 points. Voilà. Donc à N égale 0, l'union pour K allant de 0 à 0 des BK, bah, il n'y a pas de 36 000 termes dans cette union, hein, c'est juste B0. B0, on a dit que c'était A0, et A0, on peut l'écrire de façon compliquée, comme l'union pour K allant de 0 à 0 des AK. Ok, donc l'initialisation, comme toujours, c'est pas là qu'on a le plus mal. Passons maintenant à l'hérédité de notre raisonnement par récurrence. Donc on suppose que cette propriété est vraie au rang n, et on doit montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc on doit calculer l'union pour k allant de 0 à n plus 1 des BK, qu'on peut réécrire comme l'union pour k allant de 0 à n des BK, union Bn plus 1. Or Bn plus 1, par définition, donc, Bn plus 1, c'est An plus 1, privé de l'union pour k allant de 0 à n des BK,
Autrement dit, écrit encore autrement, donc je garde encore une fois ce premier terme, l'union des BK, union AN plus 1, et privé de l'union des BK, ça revient à dire intersecté avec le complémentaire de l'union des BK. Et là, du coup, je peux développer cette union sur cette intersection, ce qui me donne union des BK, union AN plus 1, intersecté avec l'union des BK pour k allant de 0 à n, union, l'intersection, le complémentaire de l'union des BK. Donc là, on utilise les règles classiques de manipulation des ensembles. Mais ici, on se retrouve avec quoi? Bah, d'une part, par hypothèse de récurrence, ça, c'est égal à l'union pour k allant de 0 à n des AK. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence, ce que je note parfois HDR, hypothèse de récurrence. Et ici, j'ai un ensemble, l'union des BK, unions sont complémentaires. Bah, vous savez qu'un ensemble, unions sont complémentaires, quel que soit l'ensemble, ça nous donne oméga tout entier. Tous les BI ici sont des sous-ensembles de oméga, tout cela aussi, donc tout ça vit dans oméga, donc si je fais l'union d'un ensemble avec son complémentaire, ici le complémentaire c'est sous-entendu le complémentaire dans oméga, donc là j'ai oméga. Or vous savez que n'importe quel ensemble intersecté avec oméga, bah, ça donne juste le premier ensemble. Donc en fait tout ça, c'est égal à l'union pour k égale 0 à n des AK union à n plus 1, et ça on peut le raccourcir en union pour k allant de 0 à n plus 1 DAK. Et du coup, on a bien montré ce qu'on voulait montrer. Il nous reste maintenant à passer à des unions non pas finies, mais infinies de BK et d'AK. Donc comme je disais, je ne sais pas passer à la limite dans les ensembles parce que j'ai pas de norme, j'ai pas de façon de mesurer la distance avec une limite éventuelle ou quelque chose comme ça. Donc on va le faire à la main. Montrons que l'union pour tous les n des AN est égale à l'union sur tous les entiers des BN. Bon, on a une égalité de deux ensembles à montrer, on peut le faire par double inclusion. Pourquoi ça c'est vrai? Bah, si je prends un x dans l'union des AN, alors il existe n0 tel que x appartient à an0. Ça c'est la définition de l'union pour n allant de 0 à plus l'infini des AN, c'est tous les x tels que pour un certain n0, ils sont dans n0. Mais du coup, an0, c'est inclus dans, ça inclut dans l'union de tous les AK pour k allant de 1 à n0. Ça, on vient de démontrer, puisque c'est une union finie, que c'était égal, pardon, je commence à 0 ici, k égale 0. Et là, ça c'est égal, on l'a montré, à l'union pour k allant de 0 à n0 des BK. Et ça, bah, ça c'est plus petit que si je prends l'union de tous les BK pour k allant de 0 à plus l'infini. Donc j'ai bien montré que si j'ai un x dans l'union de tous les AN, il est aussi dans l'union de tous les BN, donc j'ai bien montré cette inclusion. Et dans l'autre sens, ça va être encore plus facile. Bn pour tout n dans n. Bn, on a dit que c'était an privé de quelque chose, donc Bn, en fait, il est inclus dans an. Donc l'union de tous les Bn est inclus dans l'union de tous les an. Parce que si vous prenez un x dans l'union des Bn, alors il est dans un certain Bn0. Bn0 est inclus dans an0,
à n0 et incluant lui. Donc cette direction-là, elle tombe toute seule. Et autre chose qui va nous être utile, c'est que d'après le point 2 du théorème 2.1.5, on a aussi que mu de Bn, c'est inférieur ou égal à mu de An. Et du coup, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour conclure. C'est ce que j'avais appelé petit d, je crois. Du coup, mu de l'union des AN, celui qu'on veut calculer, plus précisément celui qu'on veut majorer, bah, d'après le point C, c'est mu de l'union des BN, puisque l'union des AN, pour n dans n, c'est pareil que l'union des BN. Ça, c'est ce qu'on a montré en petit c. Puisque les BN sont disjoints, ça, c'est égal à la somme pour n dans n des mu de Bn. Ça, c'est parce que mu est une mesure. Et ça, c'est inférieur ou égal à la somme des mu de n à cause de ce qui est écrit juste au-dessus. À cause de ça, là. Et du coup, on a bien montré que la mesure de l'union des AN est plus petite que la somme des mesures de AN. Donc on a bien montré le point 5 du théorème 2.1.5. J'espère que c'était clair, sinon n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et interrogations. Donc, dans cet exercice, en plus de démontrer un bout de théorème que vous aviez laissé de côté, on a utilisé une technique qui peut être assez classique en théorie de la mesure, qui consiste à construire, donc ça fait maintenant 2 fois que vous la voyez, construire une famille disjointe à partir d'une famille quelconque. De manière générale, les familles quelconques, on peut pas dire grand-chose dessus, on peut faire des majorations et des choses comme ça, mais on a rarement des égalités. Donc ça peut être utile de se ramener à soit des familles disjointes, où du coup on peut passer à la somme, soit à des familles croissantes, donc ça c'était votre théorème 2.2.1 qui vous dit qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une famille croissante. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à dans la deuxième vidéo pour l'exercice 2.